Bonjour Brune Poisson. Bonjour à vous, en Nicolas Bétou. plein grand débat national, alors que les Gilets jaunes avaient lancé leur action sur les ronds-points à cause de la taxe carbone qui a été suspendue par le président de la République lui-même, en plein grand débat donc, et ben vous dites que vous êtes favorable à son retour. Vous voulez remettre le feu sur les ronds-points? Non, pas du tout. Bien évidemment, au contraire. Mais je crois, et c'est pour ça que j'ai tenu à vraiment mettre cette question-là dans le débat à nouveau, je crois à l'importance de la taxe carbone. Mais il ne faut pas que ce soit une taxe vache à lait, il faut que ça soit vraiment une taxe comportementale. Et donc ça suppose que les revenus, les recettes fiscales qui sont tirées de cette taxe, elles aillent intégralement, qu'elles retournent à ceux qui en ont le plus besoin. Par exemple, mais avant d'être intelligente, avant d'être sociale, une taxe, c'est une taxe. Et les Français ne veulent plus de taxes. Est-ce que ce n'est pas une provocation? Vous et d'autres 86 députés ce matin dans le Figaro qui signent une tribune, François de Rugy, votre ministre, qui dit la même chose, bien sûr. Est-ce que ce n'est pas de la provocation? Non, moi je crois que les Français ne veulent pas de taxes s'ils ont l'impression que ça va gréver leur pouvoir d'achat. Ouais. Je crois qu'en revanche, les Français, ils sont prêts à entendre parler de mesures qui pourraient faire avancer la lutte contre le changement climatique. Mais la taxe carbone, c'est quoi? C'est une taxe sur le gazole ou pas? Mais en fait, la question, c'est pas la taxe en elle-même, c'est plutôt comment les recettes de cette taxe-là sont utilisées. Regardez, par exemple, si on met un signal prix à travers cette taxe carbone de 3 centimes d'euros par litre, ça fait, admettons, 2 milliards d'euros par an. Ces 2 milliards-là, il faut qu'on réfléchisse. Qu'est-ce qu'on en fait? Est-ce qu'on l'utilise pour les investissements? Est-ce qu'on l'utilise pour les familles, pour les PME? Moi, je pense qu'il faut que les recettes de cette taxe ne passent pas par le budget général de l'État, mais aillent directement vers les familles les plus modestes et vers les PME, pour que la transition écologique n'étrangle pas ceux qui auraient plus de mal à s'y adapter. Et moi, je crois que dans ces conditions-là, il peut y avoir une acceptabilité de cette taxe comportementale, encore une fois, qui ne peut pas être ressentie comme une taxe vache à lait, comme ça a été le cas aujourd'hui. Et vous pensez que les Français qui ne voulaient pas en septembre dernier de cette taxe carbone, parce que ça ira aux plus pauvres, se diront quelle bonne nouvelle, on paye? Moi, je pense que c'est là où il faut avoir une discussion sur les conditions d'acceptabilité. Mais encore une fois, je crois que ce qui est important, c'est la question du ressenti. Et la question aussi... Mais ce ras-le-bol fiscal, c'est un ressenti que beaucoup d'entre vous continuent à alimenter. Gérald Darmanin qui parle de niche fiscale, d'autres qui parlent de l'ISF. Chaque fois que vous parlez d'une taxe ou d'un impôt nouveau ou supplémentaire, vous effacez tout ce qui a été fait, par exemple ces 11 milliards qui ont été trappés par le président de la République. C'est pas parce qu'un ministre parle de fiscalité que ça fait... que ce qu'il dit devient réalité. Ça, je crois que c'est fondamentalement important. Mais ça crée une ambiance mais en même temps, qui est propice au ras-le-bol fiscal. Pas forcément. Vous savez, je crois, les Français, quand vous regardez dans les grands débats, les Français, ils parlent beaucoup de fiscalité. De toute façon, quand vous parlez de politique publique, qu'elle soit environnementale, sociale ou autre, vous parlez nécessairement de fiscalité. C'est le levier principal et majeur. La question, et on le sait, on doit rentrer dans le dur de la lutte contre le changement climatique, dans le dur de la transition écologique. En même temps, il faut aussi qu'on développe des emplois. Et bien, tout ça fait qu'il faut que nous ayons une discussion, et c'est ça le cadre du grand débat, sur la fiscalité. En tout cas, vous, votre proposition, c'est quelques centimes de plus par litre de gazole, là. Non, ce n'est pas ma proposition. Absolument pas. Ma proposition, c'est, si jamais il sort du grand débat la possibilité de remettre une taxe carbone, alors il faut que dans son intégralité, et sans repasser par le budget général de l'État, elle soit reversée à ceux qui en auraient le plus besoin pour être accompagnés dans la transition écologique. Le président de Total, Patrick Pouyanné, a répondu assez vivement à un tweet que vous aviez fait pour répondre à l'annonce par Total d'une découverte importante de gaz en Afrique du Sud. Vous avez qualifié cette découverte d'une drogue dure, et le patron de Total, Patrick Pouyanné, a répondu ceci. Il y a beaucoup de junkies en France. Pourquoi vous dites ça? Parce que j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de Français qui veulent utiliser leur voiture, avoir de l'essence, Madame Poisson comprise. Je pense que c'est un sujet sérieux. On ne peut pas faire que de l'incantation. L'Afrique du Sud, si Madame Poisson connaît sa situation, sa seule ressource naturelle, c'est le charbon. Nous venons de découvrir du gaz naturel. Est-ce que nous préférons que pour se développer économiquement, l'Afrique du Sud utilise tout son charbon ou utilise demain du gaz naturel qui émet 2 fois moins de gaz carbonique que le charbon? C'est un sujet fondamental, c'est un sujet sérieux, l'énergie. On ne va pas faire disparaître les hydrocarbures du mix énergétique dans aucun scénario. À horizon 2040-2050, prenez les études. Alors effectivement, en France, on n'en a pas. Alors on peut faire une loi pour dire qu'on ne va pas en chercher puisqu'il n'y en a pas d'hydrocarbures. Je pense que si on en avait, on réfléchirait peut-être différemment.
Donc je trouve que ce sujet est sérieux pour simplement faire de l'incantation et des tweets rapides. Est-ce que vous n'avez pas tweeté un petit peu vite? Ah non, mais vous savez, j'ai rien dit de différent que ce que le gouvernement a toujours dit. Ouais. En France, et c'était tout le débat de départ sur la taxe carbone, c'est qu'en France, nous sommes encore très dépendants des énergies fossiles. L'objectif, c'est de se rendre de plus en plus indépendants. Il y a différents outils pour ça. Il y a par exemple la taxe carbone, c'est une des façons. Il y a aussi l'interdiction d'exploitation des hydrocarbures. En France. Mais en Afrique du Sud, Patrick Pouyanné, dans son interview, dit, il le répète, l'Afrique du Sud est plus dépendante du charbon que du gaz. Le gaz est moins toxique en carbone. Bonne nouvelle. Mais moi, je parle de la France. Ah ouais. Je suis française, je parle, et c'est pour ça que c'est important de dire non, le gouvernement ne fait pas que de l'incantation. A-t-on voté une loi, oui ou non, pour interdire l'exploitation des hydrocarbures d'ici 2040? Oui. En France. En France, mais Pas c'est à une l'étranger. mesure. Mais attendez, c'est une mesure qui est courageuse. Mm. On a des gaz de schiste en France. Et de toute façon, de façon générale, même si on prend un peu de hauteur dans le débat, oui, à l'échelle mondiale. Et moi, en tant que secrétaire d'État à la transition écologique et solidaire, je ne vous dirai pas le contraire. C'est même mon devoir de le répéter et de le marteler. De faire le bonheur de l'Afrique du Sud malgré eux. Encore une fois, ils ont du charbon, beaucoup. Mais ça a été un des lieux de la lutte contre l'apartheid, souvenez-vous. Hein. Mais attendez, oui. Ouais. Mais vous voulez qu'on rentre dans un débat sur l'Afrique du Sud? Non, pas du tout. Si mais voulez... est-ce que vous voulez faire le bonheur des autres pays malgré eux? Encore une fois, passer Attendez, du charbon au gaz, c'est peut-être une bonne nouvelle pour eux. J'ai, entre autres, vous savez, j'ai habité dans des pays émergents. Oui, hein. J'ai habité en Inde, j'ai habité ailleurs. Donc je connais ces problématiques-là énergétiques pour les avoir vécues. Et ce qu'il faut aussi, je ne nie pas qu'il y ait une période de transition. Je ne le nie pas. Et une entreprise comme Total, d'ailleurs, son business model est fondé là-dessus. Et Total, d'ailleurs, développe aussi des batteries électriques et autres. Ouais. Ce que je dis simplement, c'est qu'il est du devoir d'un ministre de dire « voilà la vision, voilà le cap ». Premièrement, chacun son rôle. Et vous savez, deuxièmement, tout simplement, est-ce une réalité ou pas? La planète est-elle en train de se réchauffer ou pas? Oui. Qu'est-ce que nous a dit le rapport du GIEC? Il dit que nous sommes sur une trajectoire qui est mortifère. Nous n'allons pas du tout dans la bonne direction. Et donc il faut envoyer des signaux partout. Qu'est-ce qu'il nous dit aussi? Il nous dit, il y a des études, par exemple une étude britannique qui dit 35% des réserves d'hydrocarbures doivent rester dans le sol. Sinon, nous courons à la catastrophe. Et vous voulez, il est de mon devoir de réagir. Ça fait partie de mon rôle. Patrick Pouyanné, encore une fois, c'est intéressant, non pas d'opposer, mais de comparer le rôle d'un patron. Oui, lui, il a un mandat. Et le rôle d'un homme politique ou d'une femme politique. Lui, son mandat, c'est de répondre à ses... Lui, son mandat, ouais. mais bien sûr, il envoie un message à ses actionnaires. Et vous, est-ce que c'est de l'incantation? Est-ce que l'écologie, aujourd'hui, telle qu'elle est pratiquée, c'est de l'incantation? Mais je ne crois pas. En revanche, ça fait partie de fixer un cap. Vous savez, mon ministère, il s'appelle la transition écologique et solidaire. Dans le mot transition, vous allez du point A au point B. Un de mes rôles, il est de montrer quel est le point B. Mais je peux vous citer des exemples aussi très concrètement de ce que je fais. Par exemple, où fixer une vision, fixer un cap permet d'emmener des acteurs. Par exemple, c'est ce que nous faisons sur le recyclage, l'économie circulaire. Nous voulons mettre en place une boucle vertueuse. Et bien sûr, ça va à l'encontre de beaucoup d'intérêts. Vous savez, le ministre, par exemple, sur le recyclage, en l'occurrence, vous savez, Total, je ne nie pas que Total fait des efforts en matière de recyclage, mais ils n'ont pas forcément intérêt à ce que ça marche rapidement. Ils produisent, à travers les hydrocarbures, ils produisent beaucoup de plastique. Je pense qu'il pourrait aller plus rapidement. Mais vous savez, regardons l'histoire des politiques publiques environnementales. À chaque fois, c'est un combat. C'est un combat contre des intérêts qui sont en place et qui ne veulent pas que le système change. Ou alors combat contre Total. Acceptent. C'est pas contre Total en particulier. Total, encore une fois, fait de très bonnes choses en matière de transition écologique. La question, c'est aussi une question de rapidité. Les entreprises, et c'est normal, elles répondent à des actionnaires, elles vont toujours nous dire « allez moins vite, allez moins vite ». Elles prennent une marge de sécurité. Et elles ont de plus en plus intégré une forme d'intérêt général. Non, mais je ne le nie pas. Attention, et en France, on a des entreprises... Moi, je reste convaincue que ce sont les entreprises privées qui ont une très grande partie de la solution. Je ne suis pas en train de taper de façon bête et méchante sur les entreprises privées. Ce que je dis simplement, et mon travail de secrétaire d'État, c'est de faire bouger les lignes. C'est indispensable. Vous savez, par exemple, les certificats d'économie d'énergie. Au départ, quand l'État en a parlé, mais quel mépris presque. Moi, je vous le dis parce que j'en ai parlé à certaines personnes que je connais qui travaillent pour EDF et ailleurs. Et aujourd'hui, eh bien, c'est en place, c'est accepté par tout le monde. C'est mon devoir, c'est mon travail. Et vous continuerez à le faire. Et je continuerai à le faire et rien ne m'arrêtera. Ces jours-ci, Brune Poirson, un certain nombre de gens quittent l'Élysée, quittent l'entourage d'Emmanuel Macron. Vous êtes, vous, ministre depuis le premier jour depuis Non, j'ai été nommée dans le... Mais, oui. Juste après les élections législatives, en réalité, donc depuis le premier jour de l'activité réformatrice du gouvernement Philippe.
Est-ce que vous posez de temps en temps la question de savoir combien de temps doit durer cet accompagnement du président de la République? Moi, je me suis engagée pour un projet qui est celui du président de la République. Le président de la République ne change pas de projet. Et donc, je ne change pas le mien non plus. Merci beaucoup, Aurène Poisson. Merci à vous.